Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, donc on n'est pas dans mon décor habituel. Pour ceux qui le savent, qui ont regardé un peu mes stories Insta, etc., vous savez pourquoi j'ai un petit peu déserté et je n'ai pas pu suivre dès le premier jour le procès, le Squarneck, mais on va s'y mettre de suite. On retrouve notre très aimée Juliette Compion pour ce début de procès, pour le premier jour du procès, qu'on commence de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui débute le procès de l'ex-chirurgien Joël Le Squarneck, jugé devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes pendant plus de 3 mois. C'est la plus importante affaire de pédocriminalité que la France ait connue. À ce jour, 467 journalistes et dessinateurs de presse sont accrédités, représentant environ 110 médias, dont 40 médias étrangers. Aujourd'hui, âgé de 74 ans, Joël Le Squarneck est poursuivi pour des viols et des agressions sexuelles aggravées sur 299 patients. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus et qu'ils n'ont pas pu recenser tout le monde et que peut-être il n'a pas pu écrire à chaque fois dans son petit journal s'il y avait plus de victimes. La plupart mineurs au moment des faits. Ces actes auraient été perpétrés entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux où il a exercé. Au total, le septuagénaire est passé par une douzaine d'établissements de l'ouest de la France, répartis dans 8 départements, comme le montre cette carte via France Info. Il a été définitivement arrêté en mai 2017 grâce à la plainte d'une jeune voisine, une fillette âgée de 6 ans qui l'accusait de l'avoir violée à Jonzac, en Charente-Maritime. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo qui retrace un petit peu toute l'histoire et comment ça s'est passé, comment ils ont pu l'arrêter. Effectivement, c'est grâce à cette petite fille de 6 ans qui a donné l'alerte à ses parents. Et ses parents n'ont pas lâché l'affaire, ils ont porté plainte, etc. Donc, quand vos enfants vous disent qu'ils ressentent quelque chose d'inhabituel, etc., croyez-les. Comment des faits aussi graves ont-ils pu avoir lieu sans être dénoncés pendant 3 décennies? Dans cet article, ma consoeur Kat Fournier retrace son parcours criminel marqué par l'omerta de sa famille et du monde médical. C'est vrai que autant je vous ai retranscrit un petit peu tout ce qui s'est passé dans la première vidéo que j'ai fait sur lui, mais c'est vrai que je sais pas du tout, j'ai pas du tout parlé de sa famille et j'ai pas eu d'infos sur sa famille, donc j'ai hâte de voir effectivement sa famille. S'il y a une omerta, ça veut dire que peut-être ils l'ont aidé ou enfin bref, on verra. Frédéric Benoist, avocat de l'association La Voix de l'Enfant, déplore le fait que l'ordre des médecins se soit constitué partie civile, lui reprochant son inaction à l'époque des faits. On va regarder la vidéo. Je crois qu'il va réitérer ce qu'il a dit en communication. Il va probablement aussi essayer d'aller se dédouaner un petit peu, ce qui est paradoxal, de se déresponsabiliser en faisant état, effectivement, des défaillances institutionnelles. C'est pas parce que la justice n'a pas été à la hauteur, c'est pas parce que les autorités de santé n'ont pas été à la hauteur, c'est pas parce que le Conseil national de l'ordre des médecins, et c'est absolument scandaleux que le Conseil national de l'ordre des médecins soit participé dans le procès. C'est pas parce qu'il y a eu toutes ces défaillances que lui devrait s'en trouver des responsabilités. La colère est immense vis-à-vis de l'ordre des médecins, comme l'explique Marie, membre du syndicat de la médecine générale. L'ordre des médecins du Finistère a été averti dès 2006 et de la condamnation de pornographie du docteur Le Squarneck et d'attitude qu'un de ses collègues jugeait anormale. Et à l'unanimité, l'ordre des médecins départemental a choisi de ne pas poursuivre et de ne rien faire. Ça l'a laissé exercer. À nouveau, quand il s'est inscrit à Jonzac en Charente-Maritime. Et là, je me demande vraiment, est-ce que l'ordre des médecins, on peut les poursuivre du coup? L'ordre des médecins a accepté son inscription alors qu'il était complètement au courant de la condamnation. Et l'ordre des médecins est responsable, et l'a toujours été, de la probité, du respect de la déontologie médicale. C'est une mission de service public qui lui a été confiée. Ok, d'accord. Donc ce que je comprends, c'est que l'ordre des médecins n'a absolument rien fait alors qu'ils ont eu l'alerte. Et très honnêtement, vraiment, je me demande, est-ce que c'est possible de... Enfin, je sais pas si on peut porter plainte ou... Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe au niveau de l'ordre des médecins, mais c'est vrai que c'est honteux. C'est vraiment honteux parce qu'ils ont donné l'alerte et enfin moi je sais pas, moi je me mets à la place, je sais pas comment ça se passe leur réunion, etc. Mais quand même je me mets à leur place et je me dis attends, ils savaient parce qu'un collègue a dénoncé et il l'a fait. Alors apparemment ça n'a pas été fait anonymement. Il me semble que dans la première vidéo j'avais dit que ça a été fait anonymement, mais dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais apparemment c'est un collègue et tout qui les avait alertés et ils ont choisi de ne rien faire. Et moi je me mets à leur place et je me dis mais attendez, on sait qu'il y a quelqu'un qui a des attitudes complètement déplacées envers des mineurs, et plus que des attitudes même, des fois ça va plus loin, donc comme des viols, etc. C'est très très étonnant et c'est très révélateur de notre société tout simplement. On continue. Plusieurs organisations syndicales et
féministes comme Solidaires et Nous Toutes sont rassemblées devant le tribunal de Vannes pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des manquements des institutions médicales. Ouais, totalement. La honte change de camp, est-il écrit sur une pancarte, écho direct au procès des viols de Mazan. Plusieurs institutions diluent les responsabilités. Le ministère de la Santé renvoie la balle à l'ordre des médecins et vice-versa. Tout le monde se dédouane, déplore Lise Martin, du syndicat de la médecine générale. L'inceste et la pédocriminalité sont des crimes qui tuent en laissant en vie, déplore cette jeune femme. Ah, c'est très très joliment dit. C'est très très joliment dit et c'est extrêmement vrai. Jean, 29 ans, est de région parisienne et passe ses vacances chez ses parents qui habitent près de Vannes. Il suit de près l'affaire et ressent une certaine défiance envers le corps médical, même s'il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des médecins, nuance-t-il. Les amis, comme d'habitude, je vous mets toujours le lien du thread en description. Comme ça, vous avez accès vous-même, si vous voulez le lire vous-même. Je doute pas que ça va être très compliqué aussi cette fois-ci. C'est pour ça que je le fais aussi avec vous. Si vous voulez le lire seul ou alors avoir accès à toutes les photos et toutes les vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui mène vers le thread qui est écrit par notre chère Juliette Campion. On continue. Le fourgon transportant Joël Le Squarnec est arrivé tout à l'heure. L'audience commence à 13h, mais seuls les avocats et une dizaine de journalistes peuvent entrer dans la salle d'audience. Les parties civiles et l'essentiel des journalistes doivent suivre l'audience depuis les salles de retransmission, mises à leur disposition situées dans l'ancienne faculté de droit de Vannes, à 5 minutes à pied, comme je l'explique dans cet article. Tous les liens en description. Voilà la salle dédiée à la pièce. Je sais que je me répète, mais c'est vrai que souvent dans les commentaires des vidéos, je retrouve « mais où est le lien ?» Vous l'avez toujours dans les descriptions, je vous mets toujours les liens en description. L'audience est ouverte. Les caméras et photographes ont été autorisés à entrer en salle d'audience pour la seule et unique fois. Ah ok, d'accord, donc il n'y aura pas droit... Attendez, mais dans le procès Pellico, je crois que les caméras et les photographes n'étaient pas non plus autorisés, même la première fois, hein. Je crois pas. On continue. Tous doivent maintenant sortir pour laisser entrer Joël Le Squarnec dans son box. Il n'y aura donc pas d'image... Ah, voilà, ok. Il n'y aura pas donc d'image de l'accusé. Très bien. Donc les caméras, les photographes, ils étaient autorisés à entrer juste pour, je pense, prendre en photo la salle. D'ailleurs, je vous mets la salle ici. On continue. Pour ma part, je suis dans la salle des débats, en salle de presse, comme la majorité des journalistes. Un roulement a été établi par tirage au sort. 3 groupes de journalistes pourront entrer dans la salle principale, l'un après l'autre. Cet après-midi, je figure dans le groupe de 2. Joël Le Squarnec est entré dans le box, cheveux blancs, crâne dégarni. Il se tient droit. Il est vêtu d'une veste noire, il décline son identité au micro et parle distinctement. Votre date de naissance, demande Aude Burézi, présidente de la cour criminelle du Morbihan. Le 3 décembre 1950, à Paris, 14e, répond-il. Votre profession avant d'être incarcéré, poursuit-elle. Chirurgien, rétorque le septuagénaire. Face aux journalistes, dans la salle de retransmission, se trouve l'écran avec les débats retransmis en direct. Et juste à côté, sur un écran sur lequel on voit les parties civiles filmées dans l'amphithéâtre qui leur est réservé. Ok, donc en fait, il y a un amphithéâtre où il y a toutes les victimes. Mais c'est vrai que moi-même, je me suis dit, mais comment on va faire pour mettre presque 300 victimes dans une salle d'audience, enfin, comment est-ce qu'ils vont faire des roulements, etc. Donc en fait, les victimes sont dans un amphithéâtre et ils sont filmés et sont projetés dans la salle du procès où du coup il y a Joël Le Squarnec avec la présidente. Enfin, ce procès est complètement dingue. Leurs réactions sont donc visibles pour les journalistes. On commence avec les demandes de constitution de partie civile. La secrétaire générale du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan s'avance à la barre et demande à ce que l'organisation soit constituée partie civile. Ils estiment que Joël Le Squarnec a gravement déconsidérer plutôt la profession. Les réactions ne se font pas attendre. Frédéric Benoist, l'avocat de l'association La Voix de l'Enfant, considère que cette demande est moralement presque indécente et juridiquement contestable. L'avocate qui représente Face à l'inceste rappelle que l'association a déposé plainte en 2022 pour mettre en cause le nombre d'institutions pour non-obstacle à la commission d'infraction. Ok, donc en fait, on peut porter plainte contre les institutions pour leur manquement, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Le conseil départemental et national de l'ordre des médecins sont visés par cette plainte. Ok, donc c'est possible. Les avocats qui emplissent la salle d'audience, ils sont plus de 60, prennent tour à tour la parole pour relayer les demandes ou renouvellement des constitutions de partie civile pour les clients qui sont soit victimes directes, soit victimes indirectes, les familles. Ok, donc, donc en fait, il va y avoir des victimes directes, c'est-à-dire qui ont subi des agressions de la part de Joël Le Squarnec directement, et les victimes indirectes, c'est donc la famille qui a aussi subi, puisque elles aussi, en fait, elles ont souffert de la situation. Pour les victimes indirectes, il s'agit notamment des parents, des grands-parents, des frères et sœurs et des enfants des victimes, voire même de leur ex-conjoint. C'est super que ce soit aussi
qu'elles soient aussi considérées comme des victimes parce que effectivement c'est un drame familial. Et mais je trouve ça très bien. La Cour se prononcera sur ces demandes à la toute fin du procès. En juin donc. Ok, le procès va durer jusqu'en juin. Elle peut, d'ailleurs, bon là c'est vraiment très rudimentaire hein, mon matériel. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver mon micro, mon super micro tout neuf, tout beau et avec une belle voix. Mais j'espère que vous m'entendez bien. Mais en fait, je voulais absolument commencer ce procès avec vous puisque là maintenant ça fait déjà une semaine au moment où je vous parle qu'il a commencé. Donc il faut pas qu'on soit non plus trop en retard. La Cour se prononcera sur ces demandes à la toute fin du procès, donc oui, en juin. Elle peut décider de refuser certaines demandes pour des victimes trop indirectes. Okay. 2 hommes, victimes directes de Joël Le Squarnec, se sont présentés à la barre. Ils souhaitent être constitués partie civile, mais ont choisi de ne pas être accompagnés d'un avocat. Je voulais dire que je me souviens de certaines choses concernant Monsieur Le Squarnec, en salle de réveil. J'étais en panique totale, et j'ai appelé mon père à ce moment-là, explique rapidement l'un des deux à la barre, précisant que ces faits remontent à 1999. Les victimes qui souhaitent être auditionnées seront entendues du 5 mars au 16 mai, dans l'ordre chronologique des violences sexuelles commises par Joël Le Squarnec. Voici le planning pour aujourd'hui. Actualisation, renouvellement des constitutions de partie civile, propos liminaires de la présidente, présentation du planning, demande de huis clos. Et pour le reste de la semaine, le mardi 25 février, enquête de personnalité de Joël Le Squarnec, témoignage de ses 3 filles, et témoignage de son ex-femme. Ok, ex-femme, donc ça veut dire qu'elle a peut-être quitté vis-à-vis de ça. En fait, comme j'ai vu omerta au niveau de sa famille, je me pose la question de est-ce qu'elle l'a pas protégée pendant toutes ces années. Mercredi 26 février, témoignage du frère, de la sœur, d'un ami et d'une cousine de Joël Le Squarnec. 27 février, présentation générale des faits avec 2 gendarmes plus interrogatoire de l'accusé sur son itinéraire professionnel. Et le 28 février, récit des perquisitions à son domicile en 2017 et de l'exploitation de ses carnets par une gendarme. Premier portrait de Joël Le Squarnec par Pourquedé, dessinatrice judiciaire pour France TV. Je vous le mettrai juste ici. Ma consoeur Margot Steve a obtenu le témoignage poignant de Pauline, qui fait partie de la petite dizaine d'enfants victimes qui avaient dénoncé le chirurgien auprès de leurs parents. Les liens en description comme d'habitude. L'avocate Négar Aéri, qui représente le Conseil national de l'Ordre des médecins, souligne que celui-ci défend les intérêts collectifs de la profession qui ont été salis par les agissements reprochés à Joël Le Squarnec. La place du Conseil national de l'Ordre des médecins est sur le banc des parties civiles aux côtés des victimes, insiste-t-elle. Maintenant, j'entends les contestations, les jugements de valeur de certaines parties civiles, poursuit l'avocate. J'entends leur souhait d'obtenir des éclaircissements, je souhaite participer également à ces éclaircissements et apporter dans la mesure du possible la lumière sur ce qu'il s'est passé afin que ces manquements ne se reproduisent plus, ajoute-t-elle. Elle souhaite que la distinction soit faite entre le Conseil national de l'Ordre des médecins et les conseils départementaux ou régionaux de l'Ordre des médecins. Maxime Tessier, l'un des 2 avocats de Joël Le Squarnec, s'avance à la barre. Il reprend les demandes de constitution de partie civile, les unes après les autres. C'est long. Elle nous a mis ça entre parenthèses, soulignant que pour plusieurs d'entre elles, il n'y a pas de justificatif. Joël Le Squarnec compte assumer la responsabilité qui est la sienne dans la dévastation qu'il a causée à l'égard des personnes concernées par ses actes et ses écrits, a-t-il assuré à France 3 Bretagne. Il l'a rencontré, d'accord, ok, donc il a fait une interview avec France 3 Bretagne. L'audience est suspendue 20 minutes, je quitte la salle de retransmission pour reprendre la salle d'audience. L'audience est reprise. La présidente précise que les témoignages des parties civiles à huis clos sera rassemblés sur certaines journées. Si ce n'est pas dit dans le micro, ce n'est pas dit, insiste la présidente, rappelant que les parties civiles sont presque toutes dans la salle de retransmission et donc dépendantes de l'enregistrement sonore et visuel des débats. On passe à l'appel des témoins et des experts. Un témoin est déclaré malade depuis plusieurs années, précise la présidente. Dans ce dossier, c'est la seule personne qui aurait surpris Monsieur Le Squarnec, regrette un avocat de la partie civile. Ok. Donc en fait, il y a un témoin qui aurait surpris Joël Le Squarnec, sûrement en train de violer quelqu'un, et cette personne-là est malade depuis des années et du coup aujourd'hui n'est pas présente. Et c'est la seule témoin visuel du coup. Franchement, j'espère qu'elle va trouver la force de venir témoigner. Vraiment. Il s'agit de l'unique témoin cité à la demande de la défense de Monsieur Le Squarnec, souligne Maxime Tessier, l'avocat de l'accusé, ajoutant qu'il a beaucoup travaillé avec lui à Vannes. Il demande à ce que d'ultimes vérifications puissent avoir lieu concernant son état. Attendez, mais c'est le témoin. Là, en fait, je comprends pas pourquoi l'avocat de Joël Le Squarnec veut que ce témoin vienne, sachant qu'il va valider, sachant que c'est lui qui a surpris Le Squarnec en train d'agresser quelqu'un. Donc, je vois pas pourquoi l'avocat de l'accusé, du coup, parce que moi, je pensais que ce serait l'avocat de la défense, je comprends pas. Bref, on verra plus tard. Du coup, la sœur de Joël Le Squarnec témoignera en visioconférence mercredi, car elle a été victime d'un accident. L'accusé affirme
affiche une réaction de surprise en entendant cette information qu'il découvre manifestement. Ok, d'accord, donc la sœur de Joël Le Squarnec qui va venir témoigner mercredi, elle a fait un accident de voiture. Le gendarme de Jonzac qui devait témoigner vendredi est en arrêt maladie et sa venue semble très compromise. Non mais en fait tout le monde est malade, personne ne veut venir pour témoigner, je comprends pas. Sa venue semble très compromise. Maxime Tessier refuse de passer outre et demande à la cour de statuer ultérieurement. L'avocat de Joël Le Squarnec souligne qu'il s'agit de la première enquêtrice dans ce dossier. C'est elle qui était présente au moment des perquisitions au domicile de l'ex-chirurgien en 2017, qui a notamment découvert ses carnets puis les a investigués. La cour statuera donc ultérieurement. Elle va tenter de voir avec cette gendarme s'il lui est vraiment impossible de venir témoigner. La journée entière de vendredi lui était consacrée. Joël Le Squarnec écoute attentivement, se penche régulièrement pour s'adresser à ses avocats. L'audience vient de nouveau d'être suspendue une dizaine de minutes. La présidente Aude Burezi adresse ses propos liminaires. J'espère que je dis bien son nom parce que... attendez, Burezi, non, ça dit Burezi. Ou Burezi, non, je pense Burezi. La cour criminelle du Morbihan va juger pendant plusieurs semaines Joël Le Squarnec pour 300 faits qu'il est suspecté d'avoir commis, déclare-t-elle en préambule. Elle assure à Joël Le Squarnec que devant cette cour, il n'est ni sujet de curiosité, ni sujet d'étude. Elle assure aux avocats de la défense que ni le label procès hors norme, ni les médias accrédités ne pourront avoir de conséquences sur la nature des débats et des décisions qui seront rendues. Très bien, finalement. Je pense qu'aussi le procès Pellico, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, la médiatisation a fait qu'ils ont pris beaucoup d'années de prison. C'est vrai que dans ce genre d'affaires, il y a beaucoup de classements sans suite, etc. Peut-être, effectivement, que la médiatisation a permis au procès d'avoir une certaine portée, mais je pense que, comme elle le dit, pour que ça ait une réelle conséquence sur le jugement, en fait, c'était pas tant, pour moi, hein, c'est mon avis, mais c'est pas tant le fait que le procès soit médiatisé à l'international qui a changé, qui a fait qu'en fait ils ont pris beaucoup d'années de prison, même si bon, c'est pour ça que je mets beaucoup entre parenthèses, hein. Mais parce que la situation dans laquelle a été Gisèle Pelicot, c'était hors norme. C'était pas tant le procès en soi qui était hors norme, même s'il était effectivement au vu de tous les accusés, enfin. Je vous rappelle qu'ils étaient plus de 50, mais c'est vraiment le fait qu'en fait la situation, l'histoire est tellement horrible en fait que évidemment que ça va avoir une conséquence sur les décisions qui seront rendues. On continue. Elle s'adresse aux avocats des parties civiles et reconnaît qu'il y aura certainement des insatisfactions sur l'organisation du procès, mais qu'elle essaiera de procéder aux ajustements nécessaires. Je vous demanderai un peu d'indulgence, ajoute-t-elle. La présidente s'exprime ensuite à l'intention des parties civiles. La plus grande partie de l'audience sera consacrée à ces dépositions. Elle assure « La distance physique qui sépare les salles n'a nullement pour objet de vous tenir à l'écart des débats ». Elle évoque ensuite là les cas des victimes pour lesquelles les faits ont été prescrits ou classés sans suite. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ça dans la presse. Je lisais qu'il y avait énormément de prescriptions au niveau des faits. En leur indiquant qu'elle accepterait de recevoir leur déposition pour celles et ceux qui voudraient s'exprimer. Au cours des débats, le terme générique de victime sera employé. L'utilisation de ce mot désigne les parties plaignantes, sans que ne soit présumée en rien la culpabilité de l'auteur, souligne Aude Burezi. Ok, très bien. Donc là, en fait, quand elle dit victime, en gros, c'est pas forcément avéré, mais ça représente en gros les plaignants. Ok. Les victimes, quoi. Enfin bon, bref. Elle s'adresse ensuite à tous ceux qui ont été jugés, tirer des conséquences sur les faits, fustiger le coût d'un tel procès. Je forme le vœu que ces 4 mois d'audience puissent vous convaincre que les débats judiciaires ont encore une utilité, déclare-t-elle. Je n'en doute pas. Très honnêtement, je n'en doute pas. Je pense que le débat du procès Pellico, le débat judiciaire, nous a permis de vraiment avoir une réflexion beaucoup plus complète et globale. Et après, bon, évidemment, il y a certaines personnes qui ont un certain énervement, on va dire ça comme ça. Mais enfin, vous avez bien vu à quel point on a été même parfois touchés par certaines histoires d'accusés, et ça nous permettait de comprendre pas forcément le fait en question, l'agression, mais ça nous permettait de comprendre le cheminement et pouvoir déconstruire en fait des choses dans la société, des faits, des idées, et ça a permis d'ouvrir des débats, ça a permis d'ouvrir des brèches dans nos cerveaux, et c'est pour ça que je pense que les débats judiciaires, surtout pour des affaires comme ça, peuvent avoir une grande portée, et c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui.
On continue. Ce procès est avant tout destiné aux victimes, poursuit l'avocat général Stéphane Kellenberger, j'espère que je le prononce bien. Ce terme collectif convient forcément mal. Il ne rend que très imparfaitement justice à ce que chacune de ces personnes a subi, estime-t-il. Par la force des choses, par l'horreur du nombre, nous sommes amenés à utiliser des mots de regroupement qui traduisent la réalité brute de ce dossier. Un accusé, 299 victimes, directes et identifiées, souligne le magistrat. Cruel, tel est le mot qui s'impose à l'esprit pour qualifier cette affaire. Cruauté des actes, du contexte et des circonstances, de leur nombre insensé, des répercussions passées, présentes et à venir sur les victimes, ajoute Stéphane Kellenberger. Tout dans cette terrible affaire s'est révélé hors norme. Les carnets informatiques de l'accusé, les conditions de leur révélation, le processus de l'enquête long et un temps perturbé par la pandémie, détaille-t-il. Il relève que beaucoup de victimes n'avaient strictement aucun souvenir des faits et que certaines ressentaient sans doute un mal-être diffus sans parfois pouvoir l'expliquer, tandis que d'autres encore auraient préféré demeurer sans savoir. Mais le silence avait trop régné. Le chape de plomb ne pouvait que sauter, estime l'avocat général. Il reconnaît que 20 années de réclusion criminelle encourues à maxima pourront paraître peu adaptées aux yeux de celles et ceux qui ont enduré et endurent encore. Ce procès n'est ni un commencement, ni une fin, mais constituera, nous l'espérons, une étape utile et décisive, conclut-il. Maxime Tessier, l'avocat de Joël Le Squarnec, prend la parole à son tour. Nous avons un accusé qui souhaite totalement se rendre disponible à l'égard de la Cour et de l'ensemble des parties, fait-il valoir, alors qu'il aurait pu être mutique ou désinvolte. Il précise que son client a été entendu au cours des 49 interrogatoires. Lui aussi a le droit de montrer qu'il souhaite devenir meilleur, conclut l'avocat. Vous savez, quand je vous regarde dans la caméra, vous savez ce que je pense maintenant, il n'y a rien plus de secret entre nous. La présidente reprend la parole, procède à la lecture de son acte de saisine qui rappelle la nature et les circonstances des faits. Je suspends ici ce live tweet pour France Info. Je repasse toutefois une tête ici car Joël Le Squarnec a été invité à s'exprimer à l'issue de la lecture du rapport introductif. Si je comparais devant vous, là c'est lui qui parle, si je comparais devant vous, c'est qu'effectivement un jour, alors que pour la plupart n'étaient pas encore des enfants, j'ai commis des actes odieux, déclare Joël Le Squarnec, debout depuis son box. Si je comprends et je compatis à la souffrance qu'ont pu provoquer chez chacune de ces personnes la très grande violence de mes écrits, je me suis efforcé tout au long de mes interrogatoires à reconnaître ce qui était des faits de viol et d'agression sexuelle, poursuit-il, mais aussi de préciser ce qui, à mes yeux, n'en était pas. Je suis parfaitement conscient aujourd'hui que ces blessures sont ineffaçables, irréparables, je ne peux pas revenir en arrière, ajoute l'accusé de 74 ans, et je dois, non, pas à moi, je leur dois, à toutes ces personnes, à leurs proches, d'assumer la responsabilité de mes actes et les conséquences qu'elles ont pu avoir et qu'elles auront tout au long de leur vie, conclut-il. L'audience est suspendue, elle reprend demain à 13h avec les témoignages de ses 3 filles et de son ex-femme. Merci pour votre suivi. Ce que nous dit la Joël Le Squarnec en fin de journée d'audience, c'est qu'il va assumer toute la responsabilité de ses actes. Ça me rappelle un peu beaucoup, je suis obligée de faire le lien, mais ça me rappelle beaucoup Dominique Pellicot, qui a presque tout assumé de bout en bout, qui était prêt en fait à ce que toute la vérité éclate. Je pense aussi par désir pas de se faire pardonner, mais en tout cas de peut-être quelque part de réparer en disant la vérité. Je dis presque parce qu'il l'a pas fait pour certains sujets qui étaient difficilement abordables, peut-être parce qu'il était dans le déni. On va pas rentrer dans le détail, mais je parle bien sûr de l'inceste, de Caroline Darian, des photos qui n'ont toujours pas... On n'a toujours pas d'explication sur comment, quand elles ont été prises, des circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Donc bon, c'est bien, c'est très bien qu'ils veuillent assumer toutes les responsabilités de ces actes, mais je ne peux m'empêcher de penser que voilà, on reste sur ses gardes, on reste quand même dans la méfiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que malgré le matériel un peu rudimentaire, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. C'est temporaire, ne vous inquiétez pas. C'est quand même important qu'on suive ce procès qui, malgré ce que la présidente dit, est hors norme. Disons-le clairement, franchement, un accusé pour 300 victimes, c'est hors norme. Qu'on le veuille ou non, c'est hors norme. Surtout quelqu'un qui vient du corps médical, quelqu'un en qui on a envie de placer sa confiance. Et je parle moi-même en tant que patiente, et très honnêtement, ça vient remettre en question beaucoup de choses, et ça vient remuer beaucoup de choses dans la société, et j'en suis ravie. Je suis ravie que ça vienne un peu dépoussiérer ces sujets qui, des fois, je pense, c'est que mon avis, mais qui, des fois, sont un peu mis sous le tapis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à demain pour la suite des audiences.